On regarde autour de nous, tout le monde est très ému, voire presque, moi personnellement, j'étais déjà en pleurs. 6 heures de vélo quand tu n'as rien à faire à part regarder le cul du mec en face de toi, c'est très long. Alors j'ai vu un mec inerte, allongé sur le sol, en train de autour de lui, il y avait des SAMU. Et je me répétais à voix haute, ok Hugo, ni accident, ni crevaison. Sois focus. Et mes parents qui étaient sur place, comme des dingues, et qui ont cru en moi, qui m'ont poussé jusqu'au bout et tout. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode hors série de Rupture Co dédié à l'Ironman. La course a maintenant eu lieu il y a quelques jours et on va vous débriefer ces 48 heures très chargées en émotions qu'on a passées à Vitoria-Gasteiz en Espagne pour participer à une course qui est largement considérée comme l'une des épreuves sportives les plus difficiles sur une seule journée. Et même si on dirait que je me la raconte et c'est un peu le cas, je suis vraiment juste en train de lire la page Wikipédia, je vous promets. Voilà, bonne écoute. Ouais. T'es sûr que tu veux pour les médailles? Oui. Moi, c'est rigolo. Si on les a pas maintenant, quand est-ce qu'on les mettra? Le chapeau. Et donc, ça bloquait sur le truc. Ça, il va pas faire tomber ta balustrade, ça va? Oui, qu'elle casse le lit avec. Il va faire le pont des arts. Et mal. Garde tes blagues propres. C'est une bonne blague. Voilà, après, il faudra le podcast. Ta gueule. Vous allez me charrier. Quelle blague? Non, il a fait sa meilleure blague de la semaine. Il a préparé une dizaine de blagues tout à l'heure. Ok les gars, on est le 15 juillet, on l'a fait. On a enfin fait cette putain de course mythique dont on rêve depuis des mois et des mois. Hugo l'a très bien dit il y a quelques semaines de ça s'est fait dans les larmes, dans la douleur, dans les larmes surtout, on va y revenir. On a passé une prépa acharnée et on a réussi, donc je vais pas faire attendre plus longtemps. On a tous passé la ligne d'arrivée. On a mis du temps à y croire parce que on y reviendra, mais c'était pas une course simple. Il y a eu beaucoup d'aléas parce qu'on va quand même passer environ 12 heures en sous-marin, donc on n'avait aucune nouvelle des autres jusqu'à la toute fin. Donc c'était une journée assez folle, enfin même un week-end assez fou. Dès le samedi matin, on a senti la pression qui montait. On est allé à Vitoria récupérer les dossards. Tout s'est quasiment bien passé. Et on a fini en apothéose en fait, avec presque des larmes le matin, des larmes le soir en arrivant. Enfin bon, on va en parler donc là pendant une petite heure, on va débriefer. Ça fait déjà 48 heures que nous on a débriefé le match, on l'a refait 100 fois, on en a parlé en long, en large, en travers, donc ça va faire un petit peu réchauffer pour nous aussi. Mais j'aimerais qu'on parle un peu de l'expérience qu'on a vécue ce week-end, de faire notre Ironman, tout premier Ironman, ça arrive une fois dans une vie. Donc j'aimerais commencer par vous demander les gars, ça fait quoi d'être un Ironman? Erwan, t'as la broche, je te laisse commencer. Ça fait quoi? Ça fait du bien d'avoir accompli ce défi de taille, vraiment, qui était assez dingo au début. Je me souviens, il y a 1 an à peu près, on faisait notre premier half et en passant la ligne d'arrivée, je me demandais mais comment c'était possible de pouvoir faire le double. Et en fait, voilà, avec une bonne prépa fastidieuse, avec un pied devant l'autre et du gros focus le jour J, au bout de 12 heures, on arrive à nos fins. Donc, vraiment un gros moment de bonheur et de kiff de l'avoir vécu ensemble. Ce qui te permet maintenant de pouvoir débriefer de la course avec ton énorme médaille en toute humilité autour du cou. En toute humilité. Qui doit peser un bon 300 grammes, hein, honnêtement, et ils sont pas déconnés sur la matière. C'est vrai qu'elle elle est énorme, la médaille. Ouais, elle est énorme. Honnêtement, on l'a trouvé vraiment dégueulasse avant la course. En vrai, elle est pas si mal, je trouve. Ça va. Moi, je trouve qu'il y en a des plus jolies quand même. Il y a toujours des plus jolies. Mais Hugo va la donner à une association, mais... En parlant d'Hugo, débrief un peu ce que tu as ressenti plus de Hugo. Moi, j'ai trop kiffé. Je suis tombé dans le monde du triathlon tout récemment. C'était mon 2e triathlon. Le premier, c'était le mois dernier. Mais j'étais grave confiant. Évidemment, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais on avait fait une bonne prépa. On est dans le sport de l'endurance, dans les marathons et trucs comme ça depuis très longtemps. Donc, on a eu un petit coup de pression la veille au soir, après dîner, vers 22h, 23h, où là, on finalisait les préparatifs. On perdait un peu les sourires, là, et on était tous en mode silencieux à préparer nos gourdes avec les potions magiques. Mais sinon, la course, selon moi, s'est trop bien passée. T'as dit qu'on n'avait aucune nouvelle les uns des autres pendant 12 heures. Je suis pas totalement d'accord dans le sens où sur le running, vu que c'était 4 boucles avec beaucoup de grandes lignes droites avec des allers-retours, on se voyait, on se faisait des coucous, on se faisait des choupapi mon gagno, on rigolait, tu vois. Donc ça, c'était vachement beau. Et puis on s'est retrouvés sur le finish, sur la ligne d'arrivée. Et putain, qu'est-ce qu'on était fiers. Et là, depuis 48 heures, comme tu l'as dit, on fait que de reparler de ça. Mais moi, je vais en parler pendant
48 jours, mec. Je suis tellement content, putain. Bien raison. Bah écoute, ouais, je partage tout ce qui vient d'être dit. C'est vrai que on en parle depuis 48 heures, donc je vais pas dire quelque chose de nouveau entre nous, mais c'était quelque chose qu'on concevait pas il y a un an. Effectivement, avec Erwan, quand on passe le half l'année dernière, on a cette réflexion de se dire, mais ça, le double nous paraît une montagne à gravir. Mais c'est vrai qu'avec la prépa, avec le conditionnement aussi, parce que Hugo en a parlé, mais quand on se projette et quand on anticipe, quand on visualise ce qu'on a à faire, forcément, le cerveau se met dans une condition où voilà, on se projette, on y va aussi étape par étape. Donc au début, quand on arrive à la natation, avant de commencer la course, il y a un speaker qui nous met dans une émotion assez palpable. On se retrouve à quelques minutes du départ et là, des mots forts sont dits, des musiques épiques sont mises. On regarde autour de nous, tout le monde est très ému, voire presque, moi personnellement, j'étais déjà en pleurs. Fragile. Fragile, ouais, mais voilà, tu réalises à ce moment-là ce qu'on va accomplir. Pareil, le sentiment d'Hugo, il est partagé aussi de mon côté, c'est que il y a aucun moment où j'ai douté de la réalisation. La natation s'est bien passée, le vélo, le parcours était magnifique. Moi, j'ai pris le temps de regarder, j'ai pris le temps de savourer. J'ai vraiment, pour la première fois de ma vie, vécu une course où j'ai profité du début à la fin. Voilà, ça a été dur, ça a été long, mais c'est un accomplissement hors norme. Et c'est vrai que même à 48 heures après, c'est dur de trouver les mots. Je pense que même les émotions sont encore très fortes. Il a pleuré encore. Hein. Et ouais, l'arrivée exceptionnelle. Ouais, je pense qu'on pourra en parler des heures et des heures de tout ça, mais c'est quelque chose de fou qu'on a vécu. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis, t'en parles très bien. En fait, on pourrait se demander s'il n'y a pas des dérives un peu sectaires avec l'Ironman, parce qu'effectivement, dimanche matin à 8h, on est 2000 personnes en grenouillère avec des lunettes des lunettes et un bonnet de bain. Et on écoute un mec avec du Hans Zimmer nous faire "You're gonna be Iron Man", nanana, avec de la grosse musique bien forte. Et c'est vrai qu'on était à côté tous les trois. On a perdu Hugo, malheureusement, le matin, parce qu'il a fait caca trop vite. Et je regardais un peu Adrien, je voyais que tout le monde commençait à se focus dans sa tête. Et vraiment, t'étais en mode, ouah la vache, c'est puissant. Ouah la vache, on va faire face à nous-mêmes pendant 10 heures, 12 heures. C'était dingue. Et tu m'as repris sur le fait qu'on s'est pas vu jusqu'à la fin, mais en fait, malgré tout, pendant les 7 premières heures, bah, à la seconde où tu pars nager, bah, t'es, sans mauvais jeu de mots, en sous-marin et tu n'as aucune nouvelle des autres. Alors, peut-être brièvement pendant la transition, les transitions peut-être, mais moi, avant d'arriver au premier kilomètre de la course à pied, je savais pas si Adrien avait réussi, je savais pas si Hugo avait réussi, je savais pas si Erwan avait réussi. Et il peut se passer tellement de trucs. Enfin, j'ai vu un gars, j'en ai parlé au 20e kilomètre, qui avait un vélo qui devait valoir, mais 20 SMIC, dont la chaîne a juste explosé. C'était plat, il se passait rien, il était en ligne droite, la chaîne a explosé. Et si c'était arrivé à l'un d'entre nous, on n'aurait juste pas fini la course. Donc il y avait quand même un peu cette pression de savoir si déjà on allait y arriver, si d'autres allaient y arriver. Enfin voilà, c'est quand même une atmosphère très 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 particulière. Et donc Adrien, j'aimerais te demander, donc toute personne n'avait d'attente ici, ce qui fait que la course était agréable parce que comme un premier marathon, un premier summit, tu y vas pour découvrir. Tu sais pas comment ton corps va réagir après 6 heures, 8 heures, 10 heures de sport. Donc on n'avait pas trop de pression de temps de perf. Malgré ça, ça a quand même duré 12 heures. Tu pensais à quoi sur le vélo pendant 5h15? Je pensais à quoi? Alors, je pense que si quelqu'un avait été à côté de moi à m'écouter, il m'aurait probablement pris pour un fou parce que je me suis parlé, je m'encourageais moi-même. J'ai même fait quelques blagues à des mecs en vélo parce qu'en fait, le dossard est mis à l'arrière quand on est au vélo. Et donc, quand on est à hauteur, on voit le dossard et il y a le drapeau de la nationalité. Et plusieurs fois, à côté des Français, genre, je lâchais des petites elle est sympa cette sortie longue entre potes, histoire de décompresser du moment, tu vois. Ouais, tu viens souvent ici, toi? Et non, ouais, je pensais très sincèrement à mon club, à mon coach qui m'a préparé, à tous mes soutiens, tous mes proches.
Je pensais aussi à mes parents qui nous attendaient sur la course à pied. En fait, on a fait le début, la nage et le vélo, et ils nous attendaient au moment du marathon. Et donc, c'était un peu l'objectif d'arriver là-bas, de les retrouver sans aléas comme tu l'as évoqué. Moi, le début du vélo, très sincèrement, je me suis énormément inquiété pour toi. Je vais raconter, je sais pas si tu avais Il va le raconter. mais en fait, quand je sors de la nage, moi, je savais que tu avais fini avant moi parce que t'es meilleur que moi en nage et tu vas plus vite. Et donc, j'arrive à la transition, je vois que t'as fait tes transits, tac, t'es parti, nickel. Alors moi, premier aléa, j'arrive au niveau de mon vélo, je le prends, je commence à marcher et là, stupeur, je vois mon téléphone tomber de mon vélo, je l'avais laissé posé sur mes prolongateurs le matin. Donc là, je suis là en mode genre merde. Alors du coup, tous mes stockages sont remplis à bloc de gel, de compote, de nutrition. J'avais tout casé au max. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Donc je m'arrange, je bouffe un truc, je fais de la place. Mon alias se gère plutôt bien. Et là, 1 ou 2 secondes plus tard, je marche et je vois Raph revenir dans le sens inverse de la course sans son vélo. Et là, il me dit, j'ai pas ma puce. Et j'ai pas ma puce GPS. Et c'est tout. Et donc, du coup, je monte sur le vélo et là, des pensées me traversent. Est-ce qu'il avait sa puce avant la natte? Est-ce qu'il l'a oublié à la transition? Comment il va la récupérer? Est-ce qu'il va la récupérer? Je m'inquiète pour toi parce que je me dis, il y a un monde où ton Ironman à ce moment-là est peut-être fini. Si tu l'avais laissé dans un sac, il avait été au vestiaire, j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Et donc, je fais à ma première boucle, donc, à quoi je pense, à plein de choses, comme je l'ai dit. Et donc, à la fin de la deuxième boucle, comme on passe devant le parc à vélo, je regarde là et je dis, j'espère que je vais pas voir Raph en pleurs, allongé contre un arbre, en train de pleurer toutes ses larmes de son corps. J'ai payé, bande de Et cons. donc ouais, j'ai stressé pour toi parce que bah voilà, c'est des mois de préparation et gâcher ça pour ça aurait été horrible. Et donc effectivement, voilà, je vous rejoins quand je suis arrivé sur la course à pied et que je vous ai tous croisés un par un. Il y a eu un soulagement en moi qui m'a dit on va tous le faire, c'est bon, c'est fait. Et voilà, j'avais des pensées pour vous, pour le coach, pour mes proches, pour les personnes dans mon club. Voilà. Effectivement, je rebondirai après quand je répondrai à la question, mais on va passer sur Erwan. Toi, en fait, il y avait aussi tes parents qui étaient là pour la course, qui d'ailleurs ont fait un travail de malade mental. C'est-à-dire que, bon, bah, c'est ni les miens ni ceux d'Hugo, mais ils avaient quand même des énormes pancartes avec marqué Hugo champion, Erwan champion, tous les 10 km qu'on voyait. Enfin, qu'est-ce que ça t'a fait de savoir que tes parents t'attendaient sur la course à pied? Moi, j'étais impatient de les retrouver du coup sur le parcours du run. Il y avait les parents d'Adrien aussi et en vrai, j'étais trop content qu'ils aient fait le déplacement. C'est un truc que probablement on vivra qu'une fois dans la vie, donc je suis trop content de l'avoir vécu avec eux. Et ça faisait aussi du baume au cœur, ça redonnait de l'énergie, ça reboostait sur la partie course à pied qui est quand même très longue, ça arrive en dernier, le corps est fatigué. Bon, globalement, on a quand même envie de s'arrêter. Moi, j'avais envie d'arrêter au bout de 15 km. Ça me faisait déjà un peu mal dans les jambes. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'en as un peu marre. Et en fait, de les voir à chaque fois, à chaque tour, avec une énergie de dingue et qui t'attendaient, en fait, comme si c'était la première fois qu'ils te voyaient. Franchement, ça, c'est trop chouette. Alors qu'en fait, toi, Ils t'ont vu une fois, quoi. et tu cours à chaque fois, ils te voient à chaque fois. Mais en fait, à chaque fois, ils étaient comme des dingues à nous voir. Et donc ouais, ça fait grave du bien, ça fait grave kiffer franchement. Et c'est à eux que tu pensais pendant les 6 heures de vélo? Le Parce que, vélo, en parenthèse, mais 6 heures de vélo quand tu n'as rien à faire à part regarder le cul du mec en face de toi, c'est très long. D'autant que tu es dans la pampa espagnole, il n'y a pas forcément 1000 mecs autour de toi, tu te demandes si t'es dernier ou si t'as un bon temps, enfin t'as vraiment aucune info parce qu'encore une fois t'es en sous-marin complet. 6 heures tout seul, tu regardes le vide et le vide t'observe, enfin voilà, t'as pensé à quoi? je sais plus trop. Moi, le vélo, j'ai pas trouvé que c'était. J'ai trouvé que ça s'était plutôt bien passé, que ça avait pas été trop long. Il faut boire, faut manger, t'as les ravitaillements. Qui plus est, c'était 2 fois le même tour. Et ça, honnêtement, en fait, de plus en plus, j'apprécie ce genre de format sur les courses parce que
le premier tour, c'est vrai que tu regardes pas trop le paysage, t'es un peu concentré, c'est le début, tu te mets dans ton nouveau sport entre guillemets et en fait quand vient la deuxième boucle, bon bah voilà, tu commences à reconnaître des endroits, à du coup savoir à peu près où est-ce que tu vas en être au niveau du parcours. Et puis moi sur le vélo, en vrai, je l'ai bien vécu parce que j'ai tapé la discute avec plein de gens. Il y a un mec avec qui on s'est grave marré, avec qui on a fait prendre un carton parce qu'on n'a pas le droit de se parler aussi. Ça, c'est un peu. Ah, vraiment? Pas de se parler? Ouais, on n'a pas le droit d'être les uns derrière les autres parce que du coup, t'es protégé du Ouais. vent et donc ça, c'est plus simple. Mais même de se parler. Mais en fait, l'un à côté de l'autre, t'as pas le droit non plus. T'as pas le droit de te parler. Ok. Il faut vraiment dépasser et ne pas rester l'un à côté de l'autre. Mais bon, bref, ça nous a pas empêché de taper la discute avec des gens, des Français comme des étrangers. C'était vraiment une bonne ambiance, j'ai trouvé sur le vélo. Et ça, c'était cool. Ça permettait de rythmer aussi. Tu regardes aussi les vélos qui te dépassent. C'est un peu comme des voitures. Tu vois des Porsche, des Ferrari. C'est quand même agréable. T'as ta Twingo et t'es content, quoi. T'es content d'être là. Exactement. Non, j'ai une Twingo de luxe maintenant. Ouais, c'est Je suis vrai. hyper content. Donc, ouais, non, ça, c'était trop cool. Le vélo, j'ai kiffé. Puis, le temps était parfait aussi. Sur Ouais, le le vélo. temps était impeccable. On avait beaucoup de chance. On avait peur qu'il fasse 35 degrés. Il a fait 26. Il a plu. Il a fait beau. Enfin, on a droit à tout. Et franchement, c'était idéal. Et bon, la troisième roue du triptyque, Hugo, encore une fois. Donc, personne ne l'attendait, mais il était là, le surhomme, le mec qui a fait une nage dans un temps record avec que de la brasse. On sait pas comment. Non, mais et du crawl aussi, mais t'as fait une perf de malade. Donc, beaucoup d'appréhension, j'imagine, toi, pour la course. Toi, tu dis qu'on a tous resté la veille au soir. Personnellement, moi, ça allait. Mais toi, je t'ai vu. Parce qu'il y avait Adrien en train de checker ses gels. Il y avait Erwan en train de faire OK, mon vélo est là, il est bien coupé, machin. Et toi, je te voyais. Tu savais pas trop quoi faire. Tu savais qu'il fallait faire un truc, mais tu savais pas trop quoi. Donc, tu montais à l'étage, tu redescendais. Tu disais, ouais, les gars, on fait quoi? Et tu m'as demandé un coup de main sur, ouais, comment est-ce qu'on fait tel truc? Donc, La pompe à air. voilà, comment on sert d'une pompe à air. Donc, moi, je t'ai dit avec beaucoup de pédagogie. Alors, c'est simple, tu vis ça, tu appuies. Mais je voyais que t'étais un peu en panique. Bon, il s'est passé beaucoup de Il choses. était dans la cuisine en train de regarder des tutos sur comment changer un pneu et une chambre à air. Donc, tu as vécu un peu une tempête d'émotions à ce moment-là. Comment s'est passée ta course? Alors effectivement, attends, je rigole, mais une partie de moi était grave confiante sur le fait que j'allais le finir, j'avais les capacités mentales et physiques, mais ce qui me faisait stresser, c'était les petites galères un peu logistiques et techniques. Genre, c'était J-2 avant la course que Adrien m'a montré visuellement comment changer une chambre à air. Je me suis entraîné à moitié c'était la première fois que je changeais à moitié une chambre à air. La veille de la course, c'est Rav qui me montre comment utiliser une petite pompe là, manuelle. Le matin ou la veille, je regardais sur YouTube comment changer la chambre à air. Donc bref, ouais, j'étais un peu stressé sur ces aspects-là. Raison pour laquelle, pendant le vélo, ce à quoi je pensais, je me répétais à voix haute, OK Hugo, ni accident, ni crevaison. Sois focus. Et je spottais sur la route le petit caillou, le petit nid de poule, le petit clou qui pouvait me mettre dans la merde parce que, en vrai, si je crevais, je dis pas que c'était la fin de ma course, mais j'aurais vraiment paniqué, tu vois. Mais à part ça, j'étais confiant parce que même si la prépa n'a pas été faite dans les règles de l'art, je me faisais confiance et puis on avait quand même bien tabassé. Le swim, la natation, s'est bien passé avec ma technique de faire 50 mètres de crawl, 50 mètres de brasse. Ça s'est très bien passé. Et je me suis dit à un moment, mais qu'est-ce que je fous ici? J'étais le seul clampin à faire de la brasse. Et quand tu fais de la brasse, tu prends beaucoup plus de place. Donc j'entendais des mecs dire putain, pendejo. Et je sentais que j'attisais la haine de mecs parce que je les gênais. Le vélo, je me parlais à moi-même. J'avais appris En fait, la veille au soir, ma fiancée m'avait envoyé un putain de message trop beau. Et j'avais appris des parties de son message par cœur. Et je me les répétais pendant la course. Parce que ça donne de la force, ces genres de trucs. Mais sinon, à quoi je pensais? Des trucs cons. Là, je vais passer pour un vieux nerd, mais tu te répètes les capitales de chaque pays du monde. Tu fais du calcul mental. Tu t'occupes l'esprit, tu vois, pour que ça passe vite. Et ensuite, une fois qu'on arrive à la deuxième transition, donc tu lâches ton vélo et tu te prépares pour le running. C'est quoi la capitale de la Hongrie? Budapest, facile, mec. Bravo. Je crois que c'est un truc plus dur. C'était au kilomètre 66. Mais genre, à la deuxième transition, je discute avec un daron espagnol et il me dit vas-y, toi les sensations, ça va comment? Et je lui dis ah mais là la course elle est finie pour moi. Une fois que j'avais fait la natation que je redoutais et le vélo où j'ai pas eu de problème technique, pour moi c'était plié. Donc à 7h30 de course, j'étais content.
Il est content d'avoir passé le cap. Ouais, moi, Adrien, on a un peu parlé. En fait, on a eu la chance, enfin, le hasard a fait que on a un peu fait exprès, mais on est parti à la même seconde à la natation. Puis après, tunnel, etc. Et donc, Adrien et moi, on se complète un peu dans le sens où je sais que j'étais un peu meilleur que lui en natation. Il est meilleur que moi. Ouh là là, le chien arrive. Il est meilleur que moi en vélo et on avait l'espoir quand même de finir la course ensemble. Et on s'était dit la veille ou l'avant-veille, si on est dans une fourchette de 10-15 minutes, on s'attend et on finit ensemble. Et donc, comme il a expliqué, moi, j'ai eu ma galère qui m'a fait perdre 10 minutes. Et là, je me suis dit, merde, ma course, elle est foutue. Soit je serai pas assez rapide pour le rejoindre et donc on finira pas ensemble. Donc, j'aurais ruiné un peu la fin stylée. Soit juste, ouais, ma course est morte, quoi. Enfin, j'ai niqué mon seul premier Ironman. Et moi, j'ai pensé à ça pendant 1h30, 2 heures sur le vélo. J'étais en mode, t'es qu'une merde. Allez, vas-y, accélère. Donc, c'était assez vénère. Mais non, c'était vraiment exceptionnel. Donc voilà, le seum m'a permis de pousser et de faire une paire de malade au vélo. Donc, je suis très, très content. Et j'ai pris une note que j'arrive plus à lire, bon c'est pas très grave. Mais non, c'était une course de fou. Et c'est vrai que le vélo est passé quand même assez vite, malgré la douleur, malgré le fait que c'était un peu un no man's land, parce que c'était méga beau. Franchement, c'était magnifique. Les photos sont incroyables, malgré le pack à 90 €. Voilà, ils savent nous avoir, ils savent ce qu'on en attend. Mais tout s'est pas passé comme prévu, donc moi j'ai eu mon aléa. Et il y a quelques semaines, Erwan nous avait théorisé le pipi sur vélo. Alors, je crois que personne ne l'a fait. Néanmoins, moi, j'ai vu un mec le faire et c'était un peu dégueu. C'est un Français en plus, donc voilà, cocorico. Le mec se pissait dessus et en fait, ça coulait le long de sa cuisse et en fait, ça faisait un petit jet qui partait à gauche. Donc vraiment, les vélos l'évitaient. Et je me suis dit, mais quel enfer, quoi. Le mec est dégueulasse. Enfin, vraiment, on passe pour quoi. Je sais qu'Hugo aussi a eu quelques aléas, mais globalement, sur votre course, tout s'est bien passé ou alors il y a eu quelques petits regrets, des petits couacs. Qui vous ont fait perdre du temps ou défocus, comme on aime bien le dire. Voilà, j'aimerais un peu avoir votre retour là-dessus. Pas de gros problèmes à titre perso, honnêtement, ça s'est plus que bien passé. Pas de problème technique ni physique, si ce n'est un peu la tête qui tourne à un moment de la nage, très mal au dos sur le vélo, Ah ouais, horrible. très très mal au dos dès le début, et les jambes qui tirent à la course, mais bon, ça c'était un peu attendu. Mais voilà, après c'est aussi honnêtement psychologiquement des choses auxquelles tu t'es préparé. C'est des petits coups sur la tête qui arrivent à droite à gauche de la course, mais que tu gères finalement assez facilement parce que c'est des choses qui ont été répétées à l'entraînement. C'est des difficultés qui surviennent, mais qui sont pas non plus insurmontables par rapport à d'autres trucs beaucoup plus durs. En tout cas, à titre perso, que je m'étais imposé en entraînement. Moi, ça, c'est aussi un truc qui m'a pas mal aidé. Je sais plus si c'était sur le vélo ou sur la course, mais je pensais à tous les sacrifices que j'avais dû faire pendant la prépa, tous les trucs que j'avais dû refuser ou mettre de côté temporairement pour me consacrer à cet entraînement et à cet objectif. Et je me rappelais aussi tous les trucs difficiles par lesquels j'étais passé, que ce soit lié au sport ou même dans la vie de tous les jours, qui me faisaient relativiser de la difficulté de l'effort que j'étais en train de faire. Donc je me rappelais d'entraînements qui avaient été très très difficiles, où j'avais absolument pas envie d'y aller, des entraînements où il faisait chaud, des week-ends pourris où tu passes ta vie à faire que ça, des soirées où tu fais la fermeture de la piscine un vendredi soir. En bref, des trucs à la con comme ça, mais dont tu te rappelles le moment venu pour regagner un peu de hargne et d'énergie pour continuer, quoi. Donc ouais, non, mais c'est pas sans sacrifice quand même Ouais. ce genre d'effort, quoi. Mais ça s'est bien passé. Moi, pareil, pas de gros aléas, des petits couacs, mais pareil qu'Erwan. En fait, on mesure notre nutrition quasiment, on est un peu des métronomes là-dessus. On s'entraîne à manger en entraînement pour atteindre un taux de glucides à ingérer par heure, et on habitue notre corps à l'ingérer et pour que les muscles fonctionnent bien. Et donc, moi, j'ai eu un petit aléa, c'est que j'avais une gourde à l'arrière du vélo et on roule globalement autour de entre 30 et 40 km/h en fonction de là où on est. Et il y a un moment, il y a un petit dos d'âne, j'arrive un peu vite et j'entends derrière moi du bruit. Je me retourne et j'avais ma gourde remplie d'1 litre de solution avec des glucides dedans.
partir comme ça derrière moi. Donc là, c'est tomber un gars évident. qui est pas pu finir la course du coup. Putain, là, rien comme ça. Il est probablement en train de faire un podcast et il me hait. Non, il s'est rien passé avec quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, tu recalcules tout. Tu dis, OK, donc là, je viens de perdre 90 grammes de glucides, ce qui équivaut quasiment à 1 heure de vélo. Et donc, tu adaptes, tu chopes au ravito une barre. Je me retrouve avec une barre Morten que j'avais pas l'habitude forcément de manger. Donc, je me retrouve sur le vélo en train de regarder le nombre de glucides par heure, à calculer, enfin voilà. Mais encore une fois, Erwan vient de le dire, on est habitué à ça et c'est des aléas où voilà, on les gère et derrière, voilà, je me suis dit au ravito, à la transition vélo, j'ai des gels en plus, je vais m'adapter. Donc, je me suis adapté là-dessus. Moi, voilà, après la course à pied, c'est très bien passé. Je tiens quand même à le dire, et Erwan ne le dit pas, mais je tiens à te féliciter parce qu'Erwan est resté un peu discret par rapport à ça, mais il s'est blessé il y a 2 semaines. Il a eu l'essuie-glace et je sais que ça a été un moment de stress assez intense pour lui. Il n'a pas voulu le dire à ses parents. Il m'a demandé de ne pas le dire aux miens pour pas que ça se diffuse. On dit à la France entière. Pour pas stresser tout le monde. Les 12 personnes qui nous regardent. Mais l'essuie-glace, moi, je l'ai eu. Je sais que toi aussi. Et c'est quelque chose qui fait mal, qui se déclenche en plus sur des longues distances. Donc moi, j'ai aussi eu un peu d'inquiétude pour Erwan sur la course à pied. Donc quand j'ai vu qu'il avait terminé, voilà, j'étais trop content pour lui. Et voilà, je tiens quand même à tirer mon chapeau parce que tu as eu la force mentale d'aller jusqu'au bout, voilà, même en étant blessé. Je sais que je t'ai demandé après si tu as eu des douleurs, tu m'as dit que oui quand même. Et voilà, c'est quand même quelque chose de fort que tu as fait et je tiens quand même à te féliciter pour ça. Et sinon, non, moi, des petits mots de tête sur la course à pied, mais bon, après 10h30 d'effort, normal. C'est pas inquiétant. Franchement, c'est OK. Et toi, Hugo? Alors, la course à pied, c'était comment? La course à pied, effectivement, à la transition 2, j'avais dit, OK, la course, elle est gagnée. Et en fait, je suis parti en roue libre sur la nutrition du running. Parce que moi, de base, la nutrition sur tous les marathons que j'ai pu faire, je m'en battais les couilles. C'était McDo la veille, Negroni, etc. Avec vous, j'ai grave appris à calculer les glucides, etc. J'ai bien eu mon plan de nutrition sur le vélo. Sauf que pour le running, je me suis dit, je prendrai les gels Morten au moment des stands de ravitaillement. Sauf que je les avais jamais découverts. Et puis j'ai vu qu'il y avait des tucs, il y avait des bonbons, il y avait des quartiers d'orange où vraiment j'ai bien mangé, tu vois. Ça a resté au resto, le mec. Ça a bien marché les 30 premiers kilomètres et au 30e kilomètre, j'avais tellement envie de faire caca et pipi. J'étais trop mal. J'ai dû m'arrêter de marcher. J'ai dû m'arrêter de courir in extremis parce que j'ai cru que j'allais me chier dessus. J'ai marché pendant 5 minutes en me serrant la avec le poing pour éviter que ça sorte. Je cherchais désespérément une cabine de toilette. J'ai fini par la trouver. Bon. Je vais pas dire ce qui s'est passé, mais juste il y avait pas de papier, mais ça c'est pas grave. Et une fois que j'ai pu faire ce que j'avais à faire, je suis sorti de la cabine, j'étais là, I believe I can fly, j'étais tellement léger et là je suis reparti à fond, mais ça a tout changé. Mais à part cet incident lié à la nutrition, ouais, sur le vélo j'ai fait me casser la gueule, j'ai mal pris un virage, j'ai pris trop large, je suis allé dans le bas côté, dans un petit ravin, des herbes hautes, j'ai vraiment eu un coup de flip. Mais plus de peur que de dégâts. Non, pour rebondir un peu sur les galères, bon, moi on a déjà raconté un petit peu ma mésaventure, mais il faut imaginer la scène de moi au 2e kilomètre du vélo, me disant je suis au top, il y a personne, je suis dans les premiers, et réaliser que je n'ai pas de bracelet à la cheville, et devoir faire demi-tour et donc prendre toute la rue en contre-courant, et devoir et il y a des mecs de leur gang qui me font je sais pas, ils parlaient espagnol, je comprenais rien, je disais oui t'inquiète, et je traçais au milieu des vélos, enfin vraiment j'étais en français, bien sûr. Non, c'était assez traumatisant, mais un truc qu'on n'a pas encore réussi à élucider, c'est qu'on sait qu'on était à peu près 1500 à finir la course. On pense qu'on était autour des 2000 à la commencer. Alors, ça me paraît énorme en termes de taux d'échec. Mais voilà, il y a quand même eu beaucoup de ratés. On a vu des mecs presque sur des civières par terre en train de se faire inspecter par des médecins. Et je crois qu'on a tous vécu ce moment où, à un moment donné, donc, sur le vélo, donc on n'a pas le droit de drafting, on ne peut pas coller quelqu'un devant nous sinon on profite de l'aspiration. Et à un moment donné, je vois vraiment un gars qui suce la roue du type en face de lui. Je me dis, mais il y a un arbitre à côté, le mec n'a aucune race
Puis je le dépasse et en fait je vois que c'était un aveugle qui était sur un tandem avec son labrador guide qui était, enfin pas un chien du coup, qui était en train de pédaler. Et dernièrement on a revu ces types-là après la ligne d'arrivée qui se sont fait mais ovationner par toute la foule. Enfin c'était un moment de dingue. Le type était en larmes je crois. Enfin franchement c'est magnifique. Donc un aveugle a fait l'Ironman en je sais pas 10h30 11h. Enfin l'histoire est dingue. Et en plus je crois qu'on a mis quelques secondes à réaliser en fait parce qu'on sort de ce truc-là. Ouais. Et ouais, je sais pas, c'est un peu le fouillis parce qu'il y a du monde partout, le public et tout. Et puis cette personne arrive avec sa canne. Et là, je le regarde, il a sa trifonction, il a un dossard et je mets vraiment 10 secondes. Et j'ai une sensation que j'avais jamais ressentie. Je sais pas, c'est de l'admiration. C'est ce mec, il a fait quelque chose, mais de peut-être 2 ou 3 fois plus dur que nous parce que tu parles d'un tunnel. Où tu parles d'un sous-marin, mais lui, c'est ça, du début à la fin, littéralement. Et la force mentale qu'il doit avoir, je réalise pas, je pense. C'est clair. Puis tu vois rien et pendant 226 km, on te tire par le bras plus ou moins dans la nage pour savoir où tu vas. Le vélo, t'es en full confiance parce que le mec loupe son virage, bah tu vois rien. Course à pied, pareil, il y a des virages partout, ça c'est infernal. Surtout au ravito, le mec veut une banane et en fait il prend une orange. Enfin, c'est imaginez le traumatisme là, la course elle est finie quoi. Donc on a parlé de la course, notamment le finish où on s'est tous croisés 1000 fois. Ça va gros, ouais super, allez, et on se voit tous les 2 km, etc., etc. On va parler un peu du finish. Donc la course, vous avez déjà compris un peu l'état d'esprit. Hein, c'était, on savait qu'une fois qu'on commençait la course à pied, on allait forcément finir. C'était un peu une conviction. Je voulais préciser d'ailleurs, effectivement, je ne sens plus mon depuis 2 jours. Voilà, je voulais du coup finir ce chapitre. On coupera un montage ça. Mais donc voilà, j'ai pas pu échapper à ça. Hugo a quand même réussi à faire son finish en sprint. Parce que t'as eu beau avoir ton petit déconvenu, on a vu les photos, t'as l'air de péter la forme, t'as l'air de faire ouais, du bruit. Alors raconte-nous un peu les 500 derniers mètres. Effectivement, moi, à chaque fois, sur toutes les courses que j'ai pu faire, les derniers moments, j'ai une montée d'adrénaline de dingue. Je joue avec le public dans le sens où je leur parle, je crie, j'aime faire le show. Et ils me le rendent puissance 1000, donc moi ça m'auto-booste, donc c'est un truc de ouf. Donc j'accélère grave sur le dernier kilomètre. Et puis j'attendais vraiment depuis des semaines et des semaines le fait de sonner cette putain de cloche qui est pour les first timers, donc les premiers qui font pour la première fois leur Ironman, ils ont le privilège de faire sonner la cloche. Et j'avais la chance parce que j'étais le seul finisher à ce moment-là. Il y avait personne devant, personne derrière. Donc après avoir fait mon sprint, j'ai pu profiter de mon tapis rouge à faire, je sais pas, j'ai fait des sauts de cabri, je crois. J'étais là à danser, etc. J'ai eu ma putain de photo où fidèle à moi-même, là, je me sens puissant. Je fais les kékés, mais j'adore ça. Et c'est un sentiment de surpuissance, mais je me sentais bien. Et à chaque fois, je me dis, mais putain, j'aurais pu accélérer, j'aurais pu pousser beaucoup plus depuis 1 heure, mais au moins, je préfère être raisonnable. L'objectif, c'était juste de le finir et pas de me mettre dans le rouge, d'être bien pour le finish. Et au final, c'est que des émotions de dingue. Donc, trop, trop content. C'est l'euphorie. Je te laisse enchaîner, Ron. Finish, ouais, bah, tu l'attends avec impatience pendant 3-4 heures. Sur la partie course parce qu'en fait c'était 4 fois le même tour et du coup 4 fois de suite tu passes devant l'endroit où tu vas finir par arriver et en fait au lieu de faire un grand virage et ben tu fais un plus petit virage et hop tu repars pour une nouvelle boucle. Donc les deux premières boucles ça va, il y avait pas encore trop de monde qui finissait, mais à partir de la 3e et de la 4e voilà, les chemins se séparaient, t'avais des gens qui finissaient et toi tu continuais. Donc ouais, il a fallu être vraiment patient pour y arriver, mais c'était trop chouette, ouais. La cloche, content de la sonner, de faire du bruit, de faire un vœu. Ouais. Et du coup, on a vu des photos de vous deux en train de manger les burgers du ravito après la course. Donc vous êtes attendus à la fin ? Bah, je suis pas arrivé très longtemps après Hugo et okay. Il était en train de manger un buffet gratuit, ce qui est pas étonnant du coup. Et moi... Et donc ouais, on s'est retrouvés après l'arrivée. Ouais, il y avait mes parents aussi qui étaient juste derrière les grillages. Ça faisait vraiment comme une arrivée au Tour de France où après t'as tes proches qui sont à côté et tout. Non, c'était trop cool, franchement. Énorme kiff, ouais. Parce que du coup, le truc, c'est qu'aussi, on a fini la course, Adrien et moi, plus ou moins en même temps. Et en fait, on vous a pas vu avant 3 heures après, où on s'est retrouvés à la maison. Et donc,
Non, on s'est pas croisés avant d'arriver à la maison, je crois. Oui, mais 3 heures, ouais, c'est vrai. Bah, entre le temps d'aller chercher les sacs, de revenir Ouais, nous c'est vrai, attendre, c'est vrai. nanana. Donc, ouais, pareil, on n'avait aucun feedback pendant 3 heures, donc on s'est retrouvés 3 heures après pour débrief, mais c'était un peu surréaliste. Et Adrien, bah, je vais te laisser raconter notre temps de course, du coup, hein. Écoute, c'est quand même assez fou parce que quand on a enregistré le podcast il y a plusieurs semaines, tu m'as demandé ce qu'on pouvait me souhaiter pour la course. Et bah écoute, ça s'est réalisé. Donc c'est assez fou et surtout, c'était mal parti. Ouais. Tu viens de le dire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vraiment eu le sentiment sur la course d'appliquer un plan rigoureux et vraiment focus sur moi, sur mes sensations. Donc le vélo, j'y suis allé. En fait, sincèrement, j'ai pris l'Ironman et la distance avec beaucoup d'humilité, chose que je n'avais pas faite au marathon l'année dernière où j'avais un peu sous-évalué ce nouveau challenge et je m'étais mangé une machine à laver. Et là, je suis vraiment arrivé avec beaucoup d'humilité sur la distance. Elle est plus forte que moi, etc. Et donc, le vélo, j'ai vraiment mesuré mon effort. Et c'est vrai que je suis arrivé avec une sensation sur la course à pied de fraîcheur. C'est étonnant après 180 km de vélo, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Je me sentais bien et à l'inverse de l'Alf de Chantilly qu'on avait fait quelques semaines avant, j'avais pas les jambes lourdes, etc. Et donc, je commence la course à pied. Là, je t'avoue que je sais pas où t'es, je sais pas combien de temps, je sais même pas si tu as fini le vélo, tu vois. Et à un moment, j'entends un Adrien et je te vois et tu me dis t'es au combienième kilomètre? Je te réponds et en fait on réalise qu'on est à un ou je sais pas 1 kilomètre, à 800 mètres, 300 mètres, je sais pas. Et on fait tout le marathon et c'était très drôle parce que on se croisait toujours au même moment, au même endroit. On allait à la même vitesse. Enfin vraiment, on a fait un marathon quasiment à quelques minutes près équivalent. Et à un moment, au deuxième tour, je te dis, 37e, on se retrouve, quoi qu'il arrive. Et bon, on se retrouve au 41e parce que je sais que toi et moi, on n'aime pas trop courir avec quelqu'un. Et donc, au 41e, tu es à 300 mètres derrière. Il reste 1 kilomètre. Donc, on se retrouve à ce moment-là et on fait le dernier kilomètre ensemble. Et là, les émotions, honnêtement, c'est indescriptible. Je n'aurai pas les mots. On se dit, enfin, je sais plus ce qu'on se dit à ce moment-là, mais Moi, je te dis, ralentis, ralentis, j'ai Ouais. mal aux jambes. moi, je t'aime. moi, j'ai eu ce truc d'Hugo de, je voulais finir à fond, et toi, tu me dis, ouais, te mets pas en 4 et tout. T'étais, je sais pas, t'étais pas hyper, je te sentais pas hyper serein et tout, mais je sais que t'as poussé en fait sur le vélo beaucoup plus, je pense, pour rattraper en fait cette erreur que t'as faite. Malheureusement, c'est une erreur que tu as faite. Oui. Il faut se l'avouer. mais ça fait partie du. La prochaine fois. Mais ça fait partie du triathlon en fait. Au-delà des épreuves de la nage, c'est toute une orga. Il y a plein de choses à penser. Les transitions, c'est hyper important. Et il n'y a pas que les épreuves de sport. Il y a aussi l'organisation, les affaires. Voilà, Hugo, tout ce qu'on t'a transmis. Je pense que tu n'en avais peut-être pas notion en t'inscrivant à l'Ironman. Oublions pas qu'une semaine avant mon premier triathlon, donc le Half Ironman de Chantilly en juin, je demande à Erwan ça se passe comment la natation et il me dit qu'il faut s'acheter une combinaison de natation. On a fait du coup tous la course de notre côté sur nos plans, sur ce qu'on avait prévu de faire et la beauté de l'épreuve a fait qu'on s'est retrouvé au 41e kilomètre, donc sur 10 heures 17 d'épreuves pour nous deux. On a vraiment fait la nage, le vélo de notre côté, la course de notre côté, on s'est croisés, mais on s'est retrouvé au 41e comme ce qu'on m'avait souhaité, enfin ce que j'aurais voulu, et on arrive, on fait le dernier kilomètre, donc là les émotions sont hyper fortes et on vient saisir cette fameuse cloche à deux. Donc on pose les deux mains sur la corde, on la fait sonner ensemble et là on passe la ligne ensemble, on se fait un énorme câlin et les émotions à ce moment-là sont... Je crois que t'as pleuré un peu. Je crois que t'as pleuré un bébé, aussi, non hein. Je crois qu'il y a une photo même qui est en premier plan où tu pleures, mais non, mais à ce moment-là les émotions sont tellement fortes et c'est quand même dingue de se dire qu'on part à la seconde près à 8h27 du matin
et 10h17 plus tard, on passe la ligne d'arrivée à la seconde près. Je trouve ça exceptionnel. C'est ouf. C'est un souvenir à vie et c'est incroyable. Ouais, et puis on en a parlé il y a quelques semaines. On disait que pendant l'entraînement, pendant la prépa, quand on passait 6 heures sur le vélo, quand on passait 3 heures à courir, machin, on visualisait déjà la ligne d'arrivée. Et c'est vrai que là, je pense un peu tout le monde, plus on s'approchait de la fin, plus on s'imaginait passer la ligne d'arrivée. Et moi, je sais que sur le vélo ou pendant le marathon, j'y pensais, je me sentais, j'avais la gorge nouée. Enfin, c'était assez hardcore. Et j'ai cette image qui est restée, enfin, qui va me rester, c'est que donc on est au 40e kilomètre, 41e. J'arrive vers tes parents, enfin vos parents. Ils me disent, il t'attend. Et là, je tourne à droite et je vois un boulevard avec quelqu'un qui m'attend au bout, les graves grands ouverts. Et je fais, oh putain, c'est maintenant. Et là, vraiment, j'emmenais pas large du tout. En plus, si vous voulez accélérer, moi, je suis non, mais viens, on va en 5 du kill, c'est très, très bien. Et on s'approche de la ligne d'arrivée et on savait que c'était genre à 200 mètres. Et puis là, effectivement, tu vois, on sonne la cloche. On passe, en plus, on a de la chance, il y avait personne qui finisse avec nous. On marche sur le tapis rouge, les photos sont magnifiques. Et ouais, dès qu'on passe, il n'y a pas les photos ni rien, mais on s'est assis au pied d'un mur, déjà mort de fatigue, et on a chialé pendant 3 minutes sans rien se dire, genre juste face à face. C'était incroyable. C'est un rêve qui se réalise. On se l'est projeté, on se l'est imaginé, et le fait que ça se réalise, c'est incroyable. C'est voilà, t'en rêves et ça se produit, et enfin ça me restera à vie éternellement, et franchement. Ah non, mais J'aimerais revivre ce moment-là éternellement, tu vois. Mais on le revivra quand on fera l'ultra UTMB. Bon. Allez. Donc la course est finie. On a parlé un peu en large. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'après-course. Donc on vient de se taper 11-12 heures de sport. Ça n'est quasiment jamais arrivé. Enfin, on a fait t'as fait du ultra trail toi, t'as fait la Saint-Élion aussi. Erwan, c'était quoi le plus long que t'aies fait à part un Alpha Ironman? Que un Alpha Ironman. Que un Alpha Ironman. Quel loser. J'étais un peu surpris quand même après la course de pas être au bord du coma. Parce que moi, on m'avait tellement vendu l'Ironman comme étant très très dur. Ça reste très très dur. Mais j'ai un peu ressenti dans les jours qui ont suivi, même aujourd'hui, hier, j'ai pas des courbatures de l'espace. C'était pas un effort psychologique qui non plus été insurmontable. À la fin, j'étais serein. Genre, j'étais content de ma course. J'étais pas aux abois et en train de crever dans un caniveau, pardon. Donc, j'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus. Moi, j'ai été surpris à ce niveau-là. Je pense que la prépa a été très, très bien faite parce que la course, c'était loin d'être le plus dur de ces 6 derniers mois. Bah ouais, je pense que c'est un peu juste la restitution de ce que tu apprends à l'entraînement. Tu te construis psychologiquement et physiquement pour pouvoir le jour J faire en sorte que tout se passe comme prévu. Et moi, à titre perso, ouais, je pense que le plus dur, c'était vraiment cette préparation qui nécessitait rigueur, discipline et focus, mine de rien. Où ouais, il a fallu faire des sacrifices, il a fallu y accorder beaucoup de temps, prioriser ça aux dépens d'autres trucs pendant une certaine période. Et pour moi, c'est ça le plus dur pour réussir à arriver le jour J, bien préparé physiquement, pour faire en sorte que tout se passe comme prévu et qu'il n'y ait pas de vrais problèmes physiques, à part les problèmes gastriques d'Hugo, puisqu'il n'a pas respecté ce qu'il fallait faire en nutrition. Ouais, mais j'ai bien mangé. Donc ouais, encore une fois, le plus dur, c'était la prépa. Et puis parce qu'une fois que t'es sur le moment, ouais, c'est pas évident, les jambes elles commencent à piquer, t'es fatigué, mais bon, moi pendant la partie de course, après 10 km 20 km, je pensais à tout ce que j'avais déjà réussi à faire depuis le matin en étant parti à 8h30 du mat, et je me suis dit bon là c'est bon quoi, t'as déjà fait 3,8 de nage, 180 de vélo, 20 bornes de course à pied, c'est bon quoi, c'est fini, je veux dire, c'est tranquille quoi. C'est formalité. En tout cas, tu mets un pied devant l'autre et puis à la fin, c'est fini quoi. Toi, Hugo ? Je crois que ta question c'était on ressent quoi une fois qu'on passe le finish. On est très très fiers. On se dit putain, enfin c'est fait. Et pas dans le sens enfin après 12 heures, mais enfin après X semaines ou X mois. Moi, j'ai été un peu déçu sur 2 aspects. De un, pendant des semaines, je m'étais dit waouh, après la course, je vais avoir trop faim, je vais me casser le bide, je vais trop manger. L'Ironman, l'organisation, elle est dingue. Donc, t'as un grand buffet où ils te proposent plein de mets qui sont tous plus délicieux les uns que les autres. J'avais pris plein de trucs sur le plateau. Au final, t'as pas faim.
parce que pendant 11 heures, tu t'es goinfré de trucs chimiques, des gels, des barres énergétiques, des tucs, etc. Donc, de un, t'as pas très faim. Et de deux, tu penses que tu vas faire une nuit comme jamais, dormir comme un gros bébé. Et au final, tu te retrouves à 1 heure du mat sur téléphone parce que t'es encore super excité et t'arrives pas à dormir, t'arrives pas à trouver le sommeil. Donc, le lendemain matin, tu te réveilles encore crevé et en plus courbaturé. Mais c'est que à J+2 que là, vraiment, tu fais une bonne nuit. T'as pu laisser les trucs décanter et t'es toujours sur ton petit nuage. Et là, c'est vraiment du kiff. Et Adrien, qu'en penses-tu? Dis-nous tout. Moi, de mon côté, étonnamment, c'est la première fois où, et paradoxalement, alors avec toute humilité, hein, je sentais que plus la course avançait, plus je me sentais bien, et au point même que à la fin, je sentais que je pouvais peut-être m'en mettre un peu plus, mais parce que du coup, effectivement, je pense que la prépa a été bonne. Je pense qu'on était préparé pour ça, et c'était pas le cas de tout le monde parce que j'ai quand même vu des gens. Alors j'ai vu un mec inerte, allongé sur le sol, en train de autour de lui, il y avait des SAMU. Bon, il était vivant, hein, mais tu vois, je pense que les gens se préparent pas forcément idéalement pour ce genre de choses. J'ai vu quelqu'un que j'ai dépassé, c'était une femme. Elle faisait un bruit de respiration très angoissant qui ressemblait à. Et là, je me suis dit, waouh, ok, il y a quand même des gens qui vont très très loin dans le mental et dans l'effort. Et effectivement, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, je m'attendais à plus dur. Je m'attendais à aller chercher plus loin dans le mental. Et c'est vrai que quand tu recompares avec le trail, notamment, bon, moi j'ai la comparaison avec la Saint-Élion qui est quand même un format très spécial, mais tu ne vas pas puiser très loin dans le mental, tu vas chercher loin dans le physique, mais le fait d'enchaîner les sports et que ça soit différent et de faire des efforts différents sur différents muscles, tu vas pas chercher très loin. Et donc, c'est pas une déception en soi, mais je m'attendais à plus dur, je m'attendais à aller chercher plus loin. Et donc, c'est vrai que à la fin, moi, je passe la ligne, tu es fatigué, tu vas avoir des courbatures, mais ça va. Moi, ça allait aussi. Voilà, même constat que toi. Ouais, on en a parlé, je crois, je sais pas si c'était le lendemain ou juste après la course, mais je me sentais un peu prétentieux de me dire, en fait, l'Ironman, ce qui était plus dur, c'était la prépa, parce que c'est long, on a parlé en large en travers. Mais la course en elle-même, tu déroules. C'est un plan une que autoroute. ouais. J'ai beaucoup plus souffert sur la Saint-Élion. Bon, j'étais pas préparé, mais toujours est-il que. Et j'avoue que depuis 2 jours, je réfléchis un peu à, ok, c'est quoi mon rapport à l'effort, au sport? L'Ironman qui pour moi a toujours pendant 10 ans été un peu le graal en fait de ce qu'on fait en tant qu'épreuve, ça l'a un peu désacralisé. Et j'en suis très très fier. Et je pense que je le serai toujours, il y a pas de souci. Mais du coup, je suis un peu du père. J'avoue par rapport à c'est quoi la next step? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Parce que j'ai fait ça avec aisance, on va dire. Mais voilà, j'avoue que je suis un peu du père. Je pense que ça va prendre du temps pour qu'on atterrisse tous de notre nuage parce que ça reste exceptionnel et on a tous passé un moment incroyable. Mais ce qui mène à la question de, en fait, c'est quoi la suite? Je sais que vous avez déjà des idées. Moi, j'avoue que mon plan, c'est de refaire du marathon. C'est mon sport principal et je vais rester là-dessus, même si on fera des halfs et compagnie. Mais je sais pas, ça a un peu rebattu les cartes et mon échelle d'importance, de sacrifice, de prestige est un peu renversée. Voilà. Je sais pas si toi, Hugo, qui veut faire des ultras, t'as pensé à ça depuis 2 jours? Alors, j'ai pensé à ça depuis 2 jours, mais même bien avant, parce que, et ça, j'ai dit à plusieurs personnes, j'étais déçu de moi dans le cadre de ce process de préparation à l'Ironman, dans le sens où je me suis pas du tout préparé comme il faut le faire, et j'avais le sentiment de gâcher un peu l'expérience et de pas maximiser la préparation, et donc de pas faire les choses dans les règles de l'art. Donc, je suis d'accord avec vous, le jour J, on fait juste ce qu'on sait faire, ça semblait presque facile. On s'est pas du tout mis dans le rouge. Ouais. Et donc, une idée, c'est d'en refaire un autre, mais là, vraiment en faisant ce qu'il faut, avec un bon vélo, avec une bonne prépa, en montant vraiment en puissance sur la natation et sur le vélo, parce que je pense qu'on peut vraiment taper des vrais scores. Et ensuite, faire des trucs où là, tu peux te faire mal, genre des gros ultra-trails. On parlait du marathon des sables, là, c'est 250 mètres dans le Sahara, 250 km dans le Sahara. On parle de la Diagonale des Fous, on parle des UTMB, trucs comme ça. Là, on va vraiment chercher du challenge parce que je suis d'accord avec Raph. Un Ironman, là, ça l'a clairement désacralisé.
Et ok, on s'est préparé, c'est ce qui rend l'expérience du jour J facile, mais limite un peu déçu parce qu'il y a un mois lors du premier podcast, j'avais dit moi j'ai envie de finir dans le sang, dans le vomi, dans les larmes. Au final, je me revois sur les vidéos, je suis là un petit foufou qui court sur le tapis rouge. Je suis là bah merde, j'ai pas fait un Ironman, putain, c'est facile. Donc envie de trouver le truc où je vais pleurer et je vais aller chercher des émotions que je connais pas encore. Ouais. Et toi, Erwan, dis-nous tout. Moi, j'ai envie de faire d'autres trucs autres que le sport. J'ai pas forcément envie de mettre toute mon énergie et mon temps là-dedans. Donc, je pense pas que je retenterai ce genre de format qui était sur le moment moins dur que ce que je pensais aussi, comme vous. Mais je pense que c'est la prépa qui a fait que le jour J, on était heureusement capable de le faire largement. Mais comme ça prend du temps, ça nécessite un énorme volume d'entraînement. Et honnêtement, on n'a que 24 heures dans une journée, 7 jours dans la semaine. Donc pas envie de passer ma vie à faire que ça non plus. J'ai d'autres priorités, d'autres projets. Et donc, je pense que je referai des gros challenges dans chacune des disciplines, comme des courses de vélo, courses de nage en eau libre. Peut-être des half aussi, des half Ironman ou des marathons, mais pas envie pas envie de passer ma vie à faire que de m'entraîner. Qui plus est, on pense un peu qu'à la course, mais on oublie, je pense, facilement tout ce que ça a impliqué en termes de prépa. Et mine de rien, en fait, c'est s'imposer dans notre année, par exemple, où on a une course, une prépa à nouveau, et donc d'être tout le temps en mode prépa d'un truc, d'une course, c'est de la charge mentale qui vient prendre de la place aux dépens d'autres trucs. Et à titre perso, moi aujourd'hui, j'ai envie de mettre le curseur sur d'autres aspects. Donc, je suis pas sûr de partir sur des ultras, des Ironman et compagnie. Donc voilà, on verra. J'aimerais juste rajouter un truc sur ce sujet-là. Je pense que là d'où on est et avec ce qu'on a fait, honnêtement, je pense que de l'extérieur, les propos qu'on tient, Sont à odieux. savoir, sont un peu odieux. Ouais, Enfin, ouais. pas odieux, mais Je comprends. d'extérieur, tu pourrais te dire, ouais, ok, les mecs, ils planent à 10 000, ils viennent de faire un Ironman, ils viennent de dire que c'était pas si dur. C'est juste que, effectivement, moi, je suis dans le constat que le corps est bien fait. Moi, quand je compare, par exemple, il y a un an, je fais mon premier marathon en 3h44. Que tu as donc explosé là après 8 heures de sport. Comment ouais, et donc là, je le fais en 3h30 avec ce retour d'expérience de dire j'aurais presque même pu accélérer, c'était presque facile, etc. En fait, c'est juste le résultat d'un travail, d'une rigueur, etc. Et donc, forcément, tu pars au début de pas grand-chose. Et le temps, le travail fait que ça devient de plus en plus facile. Mais tu peux pas dire du jour au lendemain, un Ironman, c'est simple, tu vois. C'est pas possible. Au départ, c'est inconcevable de partir de zéro et de dire, dans 2 mois, je fais un Ironman, ça sera OK. C'est des mois et des mois de travail et ça, il faut pas non plus l'oublier, quoi. Carrément, mais c'est effectivement, on n'a pas envie de passer pour on veut pas passer pour des personnes trop prétentieuses ou quoi que ce soit, mais le fait est que maintenant que ça a été fait, qu'on a vu que c'était atteignable, tu réévalues un peu ton échelle d'importance et de difficulté des trucs et on a envie de faire plus, mais du coup, je pense qu'on est un peu déboussolé par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faut pas tomber dans le piège de toujours plus. Ouais, t'as raison. Parce que forcément, ça peut nous faire vivre des émotions de dingue, encore nouvelles. Ça peut nous permettre de puiser des ressources qu'on pensait inexistantes. Ça, c'est sûr. Ce genre de défi nous met vraiment dans ce genre de situation-là. Mais en fait, on peut toujours avoir mieux, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire plus loin. Et en fait, je pense qu'il faut pas tomber non plus dans ce vice, parce qu'il y a d'autres trucs qui sont importants et qu'on a forcément sacrifié ces derniers temps. Et après, faut juste savoir où mettre son équilibre, où mettre son temps. Moi, ce que ça m'a prouvé, c'est tout simplement qu'en fait, en travaillant dur, en mettant de l'énergie, de la rigueur, de la discipline, et en faisant le boulot semaine après semaine pendant plusieurs mois, en suivant un plan bien défini,
et ben en fait à l'arrivée le plan s'exécute comme prévu. Ça m'a juste en fait prouvé ça encore une fois de plus, et donc je me dis qu'en fait un défi supplémentaire plus dur, plus long, nécessitera un plan plus ambitieux à venir exécuter. Mais il n'y aura pas forcément non plus une surprise à l'arrivée si à l'entraînement, tu es capable de mettre un pied devant l'autre et de faire tous ces entraînements les uns après les autres. Je suis d'accord, mais en fait, alors loin de moi l'idée de vouloir banaliser l'effort qu'on a fait depuis 6 mois, mais on en parlait hier avec le père d'Adrien, qui nous disait, les gars, il y a autre chose dans la vie, tu viens de le dire aussi, il y a autre chose, il n'y a pas que le sport, effectivement, mais moi, la prépa Ironman qui a duré globalement 6 mois, j'ai pas l'impression d'avoir passé 6 mois en ermite à faire que du sport, à plus rien faire, plus boire, plus fumer, plus quoi que ce soit. Enfin, ma vie n'a pas beaucoup changé par rapport à avant. Effectivement, je suis célibataire, effectivement, je suis freelance, effectivement, j'ai du temps libre, donc ce qui fait que c'est assez aménageable. Mais maintenant que je l'ai touché, ça l'a un peu désacralisé, et en fait, je sais que je pourrais refaire une prépa. J'aurais 2 mois hyper hardcore, comme là c'était mai-juin, il n'y a pas de souci. Mais moi, les 6 mois qui sont passés étaient durs, mais c'était pas insurmontable. C'est ce que j'en retiens en tout cas. Après, t'as aussi, tu repars pas de zéro. Enfin, tu capitalises sur tout ce que tu as fait avant. Le corps, il assimile. Je veux dire, si on repart d'une prépa, tu repars pas de zéro en natte, tu repars pas de zéro en vélo, et tu repars pas de zéro en course à pied. Donc, ce qu'on a fait là, on va le capitaliser, que ça soit en ultra trail pour Hugo, que ça soit même dans d'autres domaines pour Erwan, ou que ça soit moi pour la Saint-Élion dans quelques mois. Ce travail-là, c'est une capitalisation sur ce qui va arriver ensuite. Et donc, voilà, moi, je vous rejoins tous. Chacun va se servir de cette expérience pour aller encore plus haut, que ça soit dans d'autres domaines. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Une prépa, ça se fait, ça s'aménage, et je suis OK pour partir. Je prends un exemple un peu facile, mais on a tous fait plusieurs marathons. Au départ, c'était inatteignable et on s'est buté, on a arrêté de tout faire pendant 3-4 mois avant le premier marathon. On a fait 1, puis 2, puis 3, puis 4. Maintenant, on en fait régulièrement, donc c'est limite, on n'y pense même pas, et on fait le travail, et on se prive pas non plus outre mesure. Mais c'est devenu ancré dans le quotidien. Le corps est bien fait, on s'habitue, et je me sens pas privé d'autre chose. Mais pour moi, cette théorie, elle s'applique dans tous les domaines, en fait. Ouais. Je veux dire, quand tu apprends une langue, derrière, on apprend une deuxième, c'est plus facile. Quand tu as une rigueur de travail dans l'étude, en fait, plus tu mets en place des méthodes de travail que tu assimiles, plus ça devient facile, mais dans tous les domaines, pas que le sport, tu vois. Et ça, pour moi, c'est quelque chose à transmettre aux générations futures. Pas aux générations, non, mais c'est de dire, voilà, c'est le final, la finalité, elle peut paraître loin et elle peut paraître dure, mais quand tu appliques les bonnes choses et les bonnes méthodes dans n'importe quel domaine, n'importe qui peut y arriver. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est hyper enrichissant, ce genre de défi, parce que ça vient juste lever des barrières psychologiques que tu te fixes, en te disant putain, mais quand tu cours pas, tu te dis que 5 km c'est déjà une énorme montagne, et en fait une fois que tu fais 5, c'est pareil pour 10, après pour 20, et ainsi de suite. Et donc là, encore une fois, l'année dernière, à la fin du half, donc la moitié de ce qu'on a fait, c'était insurmontable de se dire qu'on pouvait faire le double. Ouais. Et en fait, là, on l'a fait, et c'est encore une barrière psychologique qui a sauté. C'est ça. Et donc, moi, maintenant, ça m'a vraiment permis de me prouver que tout est possible complètement quand tu te donnes les moyens. Tu suis un bon plan, tu exécutes bien comme il faut, tu y alloues l'énergie et le temps. Et du coup, pour moi, tu veux faire un ultra, tu prends un plan d'entraînement pour un ultra, ça va te demander beaucoup d'entraînement, beaucoup de temps, beaucoup de dénivelé, mais à la fin, tu seras capable de le faire, quoi, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'est pas forcément l'appétence d'un énorme gros défi après, parce que, en tout cas, j'ai peut-être la prétention là tout de suite maintenant d'être dans un état où je me dis, en fait, je peux tout faire. Ouais, je peux tout faire. Si jamais tu me mets au défi, je prends le plan d'entraînement, je le fais, je l'exécute. Juste là, forcément, j'en ai pas très envie. Oui, bien sûr. Tout de suite. On se rappelle. de faire du sport. Ce qui était ma question suivante, en fait, c'est, vous avez appris quoi ces 12 derniers mois, ou ces 6 derniers mois, par rapport à la prépa, par rapport à l'exécution, par rapport à l'après? Est-ce que, Hugo, toi, ton regard sur toi-même ou sur quoi que ce soit a changé depuis? J'aimerais dire oui, mais en fait, non. Parce que c'est ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait les choses dans les règles de l'art. Ouais. J'ai suivi 0 programme. Je m'entraînais juste au feeling. Je me suis dit, avant-hier, j'ai nagé. Hier, j'ai fait du vélo. Donc, aujourd'hui, je vais courir. Mais 0 programme, 0 coach. Donc, je me dis, putain, j'ai une super marge de progression si je veux continuer. Ouais.
Mais sinon, moi, j'ai toujours été discipliné, à fonctionner au mental. J'ai pas ajusté ma nutrition. Donc, je me dis, j'ai une putain de marge de progression. Et c'est pour ça que je me dis que je peux aller beaucoup, beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Ok. Donc, l'avenir nous dira ce vers quoi je m'oriente. Mais hier, on parlait déjà de deuxième Ironman. La semaine dernière, j'étais là à dire à ma fiancée, ouais, non, j'en fais un et ensuite je passe à autre chose. En fait, Erwan, il disait attention à toujours plus. Ben moi, j'embrasse le toujours plus, tu vois. Parce qu'on est des humains, on est des humains un peu cons, un peu tarés. Donc moi, je dis, j'ai envie de plus. Et quand tu vois, entre guillemets, et là, on va faire les petits trous du cul, la facilité avec laquelle on a fait ça. Ouais, c'est parce vraiment que le trou du cul, quoi. mais moi, en vrai, ça n'a pas été compliqué. Oui, une fois que tu es dedans, genre, tu as dit une préparation de 6 mois. Moi, clairement, c'était pas 6 mois. Sans coach, sans programme, je me dis, je peux aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ouais. Et j'ai envie d'aller plus loin pour vraiment faire les choses dans les règles de l'art et taper des vrais scores. Parce que je me dis, on est des machines, les mecs. Et on peut être fiers. Et on se dit depuis 2 jours qu'on est des putains de machines. On peut être fier, non, Mais c'est vrai, bordel. Des apprentissages, qu'on a plein de ressources fondamentales et qu'on peut aller chercher beaucoup plus loin. Donc on se voit à Nice 2026 pour l'Ironman. Nice, on verra. Mais on verra. Moi, pour répondre à ta question, je pense que oui, il y a des choses que j'ai appris. Je pense que je me connais mieux qu'avant. On parlait de Strava dans le premier épisode. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Hein, au début, j'étais très porté sur l'image que je pouvais renvoyer, parce que je me remettais au sport, parce que je m'aimais pas physiquement, parce que je voulais une transformation et donc forcément une validation d'autour de moi. Et aujourd'hui, je suis dans le constat. Alors, c'est très dur ce que je vais dire, mais par exemple, j'ai reçu aucun message de mon père suite à l'Ironman, ni appel, ni message, rien. Bon, un message interposé via ma sœur, mais enfin, ça compte pas. Il a mon numéro, il peut m'appeler. Et ça m'impacte peu. Alors qu'il y a 2 ans, je pense que j'aurais vraiment été très impacté parce que c'est mon père, parce que j'ai besoin d'une approbation de sa part, parce que j'ai le sentiment de devoir le rendre fier. Et aujourd'hui, je suis là en mode genre c'est triste, c'est dommage, mais en vrai, moi, je suis accompli, je suis heureux dans ma vie, je sais où je vais, je me sens là où il faut, bien entouré. Et tant pis si il fait pas partie de l'aventure, c'est son choix entre guillemets, mais ça m'impacte peu et c'est là où je sens que j'ai fait un grand pas vers l'avant en tant que personne. Voilà, je me sens accompli et heureux. Pas rien. Moi, je suis en train de mûrir la chose. Alors, ça peut paraître ahurissant, mais je crois que depuis hier, je réalise à quel point le sport a une place importante dans ma vie. Je trouve que je l'avais pas capté avant. Et en fait, j'avais pas capté à quel point ça pouvait être bizarre pour des gens extérieurs. Et j'ajoute à ça le fait, un peu comme toi, Adrien, c'est que moi, il y a plein de messages que j'attendais, que j'ai pas reçus, et plein de messages que j'attendais pas, que j'ai reçus. Parce qu'on a reçu je pense tous les 4, une vague. Une vague, mais un tsunami d'amour depuis 2 jours, de gens qui nous encouragent, des gens venus de nulle part qu'on n'attendait pas. Ça fait grave chaud au cœur. Mais à l'inverse, il y en a plein que j'attendais, que j'ai pas reçus. Que je suis en train de mûrir la question. Je suis en train de me demander si, voilà. Je me pose beaucoup de questions. Il va y avoir du tri dans les émissions. Va y avoir, je sais pas, du tri, mais on va y réfléchir. Ouais. On va clôturer cette aventure, donc à la fois l'épisode, mais aussi, c'est la fin de, non pas 1 an de prépa, Hugo, je sais que tu n'as fait de sport que pendant 3 semaines, mais 1 an d'anticipation, 1 an de préparation, 1 an de négociation avec Charles Nouet, qu'on embrasse à nouveau. Merci pour les trifonctions qui sont magnifiques. Charles Nouet, qui d'ailleurs pense à faire son premier triathlon avec nous, son premier Alpha Ironman. Donc Charles, on te défie de faire Aix-en-Provence l'année prochaine, c'est en mai, voilà, on est prêt à s'inscrire, donc paye-nous les dossards et on fait avec toi. on en reparlera. Donc c'est la fin d'un chapitre, que l'on veuille ou non. Je finirai cette partie-là avec parce que j'ai un petit remerciement qui sont préparés. Qui aimerait commencer? À remercier. Alors, qui j'aimerais remercier? Le problème, c'est que dans ce cadre-là, quand tu oublies quelqu'un, c'est très dur, mais je vais prendre chronologiquement. D'abord, je vais commencer par remercier mon pote Guillaume. C'est avec lui que j'ai commencé à courir sérieusement. C'est lui qui m'a présenté mon coach, qui était son pote et qui montait sa structure à l'époque, Bertrand. Donc là, forcément, lui, je peux le remercier pour beaucoup de choses parce qu'il m'a emmené jusqu'ici.
avec du soutien, avec de la prépa, avec un plan, avec des encouragements, avec un message la veille, un vocal, avec des conseils. Je remercie forcément mes parents qui m'ont toujours soutenu, qui étaient là à l'Ironman, qui ont fait des pancartes pour nous quatre, qui nous ont accueillis dans leur maison avant et après. Je remercie mes frères et sœurs. Je remercie les messages puissants que j'ai reçus la veille et les encouragements pendant, notamment de la part de Marine et Bertrand qui suivaient attentivement ce qui se passait. Forcément, quand j'ai pris mon portable en main à la fin et que j'ai découvert tout ça, c'était une vague d'émotions tellement puissante que j'étais à côté de toi, je me suis assis et j'ai fondu en larmes et tu m'as regardé, je me suis dit, ça va, je lui ai fait ouais, non mais je suis trop heureux quoi. Et voilà, je remercie vous forcément parce que je remercie Erwan parce que je le remercie à moitié parce que c'est à cause et grâce à lui que je suis là, mais je sais pas trop où situer ça, mais c'est lui qui m'a mis au triathlon, c'est lui qui m'a embarqué dans cette superbe aventure. Hugo, je le remercie pour son côté un peu fou, compète et toujours à vouloir aller de l'avant. Et j'ai ce côté-là aussi, je le sais. Raph, je te remercie parce que ce finish ensemble, il va être gravé à jamais dans ma mémoire et c'était incroyable. Et voilà, je remercie tout le monde. Franchement, je pourrais citer des tonnes de personnes qui m'ont envoyé des tonnes de messages. C'est trop dur et on n'a pas beaucoup de temps. Et je vais donner la parole, mais sachez que voilà, si je vous ai oublié, le prenez pas mal. Mais je le pense fort et voilà, je remercie tout le monde de près, de loin qui m'ont accompagné dans cette aventure depuis 2 ans, sportive, que ce soit le triathlon, le trail, le running, tout le monde. Et j'aimerais remercier des sponsors que je n'ai pas. Vas-y, Erwan. Moi, je remercie mon corps déjà d'être en bonne santé, d'avoir encaissé ma tête qui est au taquet. Je suis hyper heureux d'avoir pu réussir à accomplir ce truc sur mes 2 jambes avec mes 2 bras. Je me sens chanceux de ça déjà. Et je remercie évidemment tous mes proches, mes amis que j'ai un peu délaissés ces derniers mois et qui sont des vrais amis qui suivaient de loin la préparation et de près le jour J avec l'application où ils étaient comme des fous à suivre les petits points bougés sur la carte avec des messages au fur et à mesure que j'ai découvert après qui m'ont vraiment touché. Donc ouais, vraiment un soutien sans faille de ces potes-là. Évidemment ma famille, mes 2 sœurs qui ont suivi à fond aussi. Avant, pendant, après, mes parents qui étaient sur place comme des dingues. Et qui ont cru en moi, qui m'ont poussé jusqu'au bout et tout. Donc ouais, hyper chanceux d'être entouré et d'avoir pu du coup accomplir ça et rendre fier tous ces gens-là. Ça m'a fait super plaisir. Alors moi, je vais remercier avant tout mon sponsor, le groupe Ferrero, qui me nourrit depuis des mois en Nutella et en Kinder. Ensuite, j'ai évidemment une pensée pour mon papy. Il y a pas longtemps, je revoyais des vidéos de moi à 2 ans et demi, 3 ans avec lui et on crapahutait, on escaladait des rochers. Donc vraiment, j'ai eu la chance d'avoir un papy qui avait 50 ans quand je suis né. Donc j'ai été mis au sport grâce à lui, au dépassement, au challenge physique, mon papa, mes parents. Merci beaucoup à mon frère qui a aussi un mental de tueur et avec qui on se motive au quotidien dans le sport, mais dans toutes les dimensions de la vie. Et merci aux amis, aux copains pour les messages en amont. Et merci évidemment à ma copine, à ma fiancée même, qui subit des réveils très tôt le matin, qui a la gentillesse de me faire des massages certains dimanches quand tu rentres de 8 heures de sport. Et une pensée à sa famille qui me suivait sur l'application de l'Ironman depuis la Bolivie à 10 000 km de la France. Donc trop cool. Je vous aime. Los amo muchos. Je suis désolé, j'ai juste oublié quelqu'un. Je remercie aussi mon grand-père qui malheureusement m'a quitté avant que tout ça commence. Mais comme je l'ai dit dans le premier podcast, si j'ai pu me financer tous ces équipements, honnêtement, je pense pas que j'aurais pu le faire sans lui. Donc une grosse pensée pour lui. D'ailleurs, je tiens à le dire, je l'ai remercié sur le vélo. J'ai dit merci papy.
Je suis là grâce à toi et j'irai jusqu'au bout et voilà. C'est beau ça. Et toi, Raph? Bah écoutez, je vais clôturer cette partie-là. Je vais en oublier d'avance, excusez-moi. Je vais remercier déjà Thomas Colleux. Alors inattendu, mais parce que Thomas Colleux, c'est lui qui m'a poussé par orgueil à faire mon premier marathon. Donc la pente glissante a commencé à ce niveau-là. Elliot, qui 2 ans plus tard m'a dit « Eh mec, viens, on fait un Half Ironman dans 6 semaines ». J'ai dit oui. C'était il y a 2 ans. J'ai remercié Hugo et Josepha, des amis que j'aime beaucoup et avec qui j'ai repris contact récemment, mais qui sont énormément dans ce délire de sport, avec qui, quand on se voit, on prend des bières, on parle quasiment que de ça. Donc ça fait du bien d'avoir des gens avec qui en parler et qui nous soutiennent. Et voilà, je les aime du fond du cœur. J'aimerais remercier aussi Clémence, parce que je sais que beaucoup de gens, depuis 12 mois, m'ont accompagné dans cette démarche et dans l'exercice. Et même si on peut pas finir à la ligne d'arrivée avec tout le monde, j'oublie pas que j'en suis là grâce à beaucoup de personnes. J'aimerais remercier aussi mon coach Aurélien. Ça fait 3 ans qu'il me suit. On n'a pas eu beaucoup de réussite sur les marathons malheureusement, mais on a fait un super half il y a un mois et un excellent marathon aujourd'hui. Donc j'ai eu mon dernier visio avec lui cet après-midi, ce qui est aussi la fin de l'entraînement avec lui. Donc voilà, j'espère qu'il va m'écouter et je l'embrasse chaleureusement. Johanna, qui a été un énorme soutien ces 2-3 derniers mois, puisqu'elle est très très sportive et du coup elle comprend et ça me fait chaud au cœur de l'appeler juste après la course. Et Cadence, le nouveau club de running que je rejoins, notamment Bertrand, même s'il m'aime pas encore, il va apprendre à m'adorer et je lui en veux pas s'il a pas partagé mes stories sur Instagram ces derniers jours, c'est pas grave, je comprends, c'est bonne guerre, je t'ai pas encore payé, c'est normal. Et surtout, alors Ludovic, mais surtout tous mes amis qui sont pas trop dans ce délire de sport là, des gens que je vois régulièrement. Je pense qu'ils en ont un peu rien à foutre de ce que je fais en termes de sport, mais ils ont la politesse de me dire hey Raph, du coup, ça dit quoi le sport? C'est quand la prochaine la course là? C'est quoi? Je pense qu'ils en ont rien à carrer, mais j'apprécie l'effort et le fait de juste mentionner, ça me fait chaud au cœur et voilà, j'apprécie. Je finirai par vous remercier vous 3. J'en ai parlé à Hugo il y a quelques jours, mais surtout dans l'épisode d'il y a quelques semaines. On m'a dit que j'allais faire une dépression après l'Ironman. Je l'ai dit, je pense que ça va arriver parce que c'était un truc de malade mental. Faire un effort à 4 comme ça, je fais pas semblant d'être ému. Faire un effort à 4 comme ça, c'était dingue. Surtout, Erwan, Hugo, je vous connaissais pas avant. On s'est connus via cet effort-là. Adrien, on se connaît depuis longtemps, mais on n'a jamais vraiment été très proches. Et c'est depuis 2 ans et surtout 1 an qu'on s'est rapprochés. Donc moi, je sens que ça va faire un vide parce que on aura plus de projets et on n'en aura sans doute pas d'autres équivalents, en tout cas pas prévus. Donc voilà, c'était un plaisir. Merci les gars. Ah, c'est beau. Et on va se faire un gros câlin là. Merci à toi, mec. Putain, Pour le podcast aussi. alors. Et à la prochaine. Et c'était pas le dernier, vraiment. Et merci, Johnny. Merci à tous et à la prochaine. Bon, fini. On est tous en train de pleurer là. Je fais chialer ce con. Désolé. Ah là là, trop dur les fous. Oh putain. Bon, je vais couper la caméra. On est ensemble, c'est génial. On va dire. C'est donc la fin de ce premier hors-série qui me tenait énormément à cœur. Je pense que ça a dû s'entendre sur la dernière minute de l'épisode. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à me suivre, Hugo, Adrien, Erwan ou moi-même sur les réseaux. Tout est en description. Je ne sais pas si j'aurai à nouveau recours à ce type de format. Donc, je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais j'espère néanmoins qu'il vous aura plu et qu'il vous aura peut-être donné envie de faire du sport. Voire qui sait, peut-être même un Ironman. Ou simplement de vous lancer un défi absolument fou. C'est du travail, c'est des sacrifices, mais la plupart du temps, le jeu en vaut la chandelle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Merci de nous avoir écoutés et passez une très très belle journée.